Je m'appelle Olivier Cazenave, donc je fais du vin dans l'appellation Bordeaux, l'appellation Montagne Saint-Émilion, Pomerol et Saint-Émilion Grand Cru. Olivier, ça avait été le premier vigneron à nous faire confiance sur Winefunding. Et aussi, il faut remercier, comme tu disais, toutes les personnes qui ont fait confiance à la fois à Winefunding et à Olivier et qui sont engagées du coup sur plusieurs années. Le projet de Winefunding, ça a été effectivement la volonté pour moi de passer en biodynamie, où il y a plein de choses en fait. Il faut rentrer dans une autre philosophie de travail, il faut rentrer dans une autre économie. C'est bien quand on a des gens qui nous aident. On doit vraiment avoir une matière première impeccable. Après, on peut parler du sulfitage. Moi, j'ai du mal à faire des vins sans sulfite. J'en ai très très peu là. Par exemple, j'ai regardé les analyses. Je peux être au vin nature. Je pourrais mettre vin nature là-dessus parce que je suis en dessous de 10 mg, donc c'est vin nature. Par rapport, vous venez de faire le distinguo biodynamique, les grandes lignes ou les grandes différences entre les deux, c'est quoi? C'est une très bonne question. La biodynamie est de considérer son rapport avec les sols, avec la plante et avec notre produit fini, le vin. Et à chaque fois, on essaie de raisonner d'une façon globale. Je pensais que la biodynamie ou le bio, ça pouvait être uniquement à la vigne et pas en cave et vice-versa. Est-ce que c'est une hérésie ou c'est vrai? Alors non, ça se passe aussi en cave, notamment la biodynamie. En bio, on peut quand même levurer les vins pour aider la fermentation. On peut mettre plein de vitamines pour les petites levures pour qu'elles fassent bien leur boulot. En biodynamie, on ne peut rien mettre. C'est une cuvée, c'est mes meilleures parcelles de l'année. Voilà, on a ces arômes de cerises très très fraîches, petite note de mûre. On a donc des fruits noirs avec l'élevage autour, donc ça épice un petit peu. Moi, je sens le curry. On retrouve souvent le curry dans mes vins. Maintenant, on va goûter à Chille. Tout est vinifié à la main. C'est-à-dire que toutes les manipulations, pigeage, on le fait à la main. Donc, c'est vraiment un boulot complètement artisanal que j'adore faire. Je crois que Thierry, tout à l'heure, disait qu'il avait 2015. Oui, exact. 2015 2015, oui, tout à fait. Oui. Et Olaf, qu'est-ce que vous avez dégusté? Oui. 2015. 2015 aussi. Okay. J'ai bien fait parce que du coup, j'ai aussi, moi, sorti une bouteille de 2015. Et j'ai bu pas plus tard que la semaine dernière, le 2016. Donc, on peut peut-être voir la différence entre ces millésimes. Le 2016 a un petit peu plus de fraîcheur. Il y a un équilibre incroyable entre l'acidité qui amène de la fraîcheur et la matière qui amène de la puissance. C'est ça qui est super intéressant dans 2016. Le 2015, il a beaucoup de puissance, il a un côté très soyeux. Il est encore plus soyeux, je trouve, que le 2016. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, 2015, le profil du millésime faisait que l'acidité était moindre. J'avoue avoir une nette préférence pour le 2016, entre une très très belle fraîcheur et une superbe matière. Voilà, là on a les deux. 2015, on va dire qu'on a une superbe matière. Alors, on va goûter Pomerol 2014. Il commence à se dévoiler un petit peu avec des notes de sous-bois assez intéressantes. Il ne faut pas hésiter à l'ouvrir longtemps avant. Et c'est vraiment un vin qu'on peut boire pendant toute la soirée, voire pendant 2-3 jours. Parce qu'en fait, là, tu nous mets dans des situations un peu délicates. Je me retrouve avec 2 bouteilles ouvertes. Qu'est-ce qu'on... C'est terrible la vie. C'est terrible la vie. Le Pomerol et la Chine. Mais je ne suis pas du tout inquiet parce qu'en fait, je vais pouvoir les refermer et les boire sur 3-4 jours. Et j'ai ouvert le Pomerol avec l'entrecôte. Bon, très bien. Voilà, messieurs, dames. Merci pour cet échange. Merci à tous. À bientôt, à la prochaine dégustation avec un vigneron. À bientôt à tous. À bientôt. Merci.